Aujourd'hui, à l'Humain derrière le changement, on rencontre Marie-Aude du Grand Costumier. Bonjour, Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, c'est un endroit où on informe, on rassemble et on regroupe les gestionnaires d'OBNL de tous les secteurs à travers la province. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre balado « L'humain derrière le changement ». Je vous rappelle cette balado où l'objectif, c'est de découvrir des gestionnaires d'OBNL qui font des choses assez exceptionnelles. Pour moi, c'est des occasions absolument uniques de découvrir des personnes grandioses qui sont le moteur du changement de demain. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez à la fois trouver cette balado sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes et sur Spotify. Donc, on est disponible dans l'ensemble des supports disponibles. On commence avec Marie aujourd'hui, Marie-Aude, directrice générale du Grand Costumier. Bonjour Marie. Bonjour. Pour qu'on te connaisse, commence donc en te présentant. J'aime ça quand les gens se présentent eux-mêmes. Ça donne une autre vision de qui ils sont. Alors, je suis Marie-Aude, directrice générale du Grand Costumier. Ça fait 17 ans que je travaille au sein d'OBNL, du milieu culturel et social, et 13 ans comme gestionnaire. Quand tu dis gestionnaire, comme tu as eu d'autres postes de direction avant d'être DG? En fait, oui, j'ai d'autres postes de direction, mais avant ça, je suis entrée dans différents postes d'agent de projet, de coordination, et puis j'ai évolué au fil du temps vers des postes de gestion. Commençons par le Grand Costumier avant de parler de Marie, parce qu'on va parler des deux. Les deux sont importants. Les deux, je pense, sont devenus de plus en plus indissociables. Oui, tout à fait. Commence par me parler du Grand Costumier, parce que c'est un projet assez unique. Oui. Il n'y en a pas 8. Non. Il y en a un. Il y en a juste un. Le Grand Costumier, c'est un OBNL d'économie sociale. On a le mandat de gérer la collection de costumes reçus de Radio-Canada et de la mettre à la disposition des créateurs. Donc, on loue exclusivement pour la production professionnelle, donc télé, cinéma, théâtre, multimédia. Donc, j'ai un costume d'Halloween. On ne répond pas le 31 octobre. C'est vraiment un marché différent, là, le marché du particulier. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être le plus ouvert possible aussi pour, par exemple, des soirées bénéfices ou des projets autofinancés, d'être très, très large dans notre offre, mais notre offre est vraiment définie pour des projets qui ont une direction artistique. Tu as défini le Grand Costumier comme un projet d'économie sociale et non pas un projet culturel. Pourquoi? Parce que l'aspect culturel, pour moi, est intrinsèque. L'économie sociale, c'est notre modèle. Et parce que c'est une entreprise qui a été créée pour desservir une collectivité, la collection a été sauvée parce qu'on considérait qu'elle était nécessaire à la communauté de créateurs. Elle devait rester chez nous dans son intégralité. Pour moi, ça, c'est un aspect du mandat qui est fondamental. Et puis l'aspect culturel, oui, j'aurais pu le nommer, mais pour moi, quand on parle de location de costumes dans la production, ça va assez d'emblée. Ça va d'emblée. Ensemble. Ouais. Ben, je trouve intéressant la notion de définition par l'économie sociale aussi. Parce qu'on se définit par ce qu'on fait et non pas par notre mission nécessairement aussi. Ça, c'est intéressant. Puis, je suis curieux de t'entendre aussi on va y revenir au fur et à mesure de la rencontre. Quand on dit économie sociale, on parle d'une façon de gérer, d'une approche. Tu viens du milieu philanthropique. Ceux qui ne le savent pas, tu as été chez Oxfam, donc une ONG dans un milieu où on est vraiment dans l'objectif, c'est de redonner le maximum à la pauvreté extrême. On a tous connu les campagnes des années 80-90 d'Oxfam. Comment on passe du milieu philanthropique à l'économie sociale? Puis, est-ce que ça a amené des défis pour toi, ce changement de mentalité-là? Puis, la façon aussi d'opérer un OBNL? Bien, pour moi, c'est pas un changement, c'est une suite logique. Parce que, par exemple, le travail d'Oxfam, oui, c'est sûr qu'on connaît beaucoup le côté philanthropique, intervention en situation d'urgence aussi. Mais moi, par exemple, ce que j'ai fait chez Oxfam, ça a toujours été un autre volet peut-être moins connu, qui est l'éducation du public. Donc, on travaillait beaucoup auprès des jeunes pour, justement, non pas juste pallier aux enjeux de la pauvreté, mais changer les systèmes en amont. C'est des grands enjeux, c'est très ambitieux. Néanmoins, ce qu'on faisait, c'était d'essayer de prendre les jeunes assez tôt et pour leur dire, qu'est-ce
qu'est-ce que sont des modes de vie durables, puis pourquoi l'économie mondiale crée ce genre de pauvreté-là. Donc, pour moi, de travailler à un monde meilleur, de changer certaines pratiques amenées par le système libéral, par l'ultra-capitalisme, des choses comme ça, ben je pense que l'économie sociale, c'est un modèle qui y répond comment, oui, faire de la business, oui, générer de la croissance, mais de façon éthique. Pour moi, je veux dire, la séquence était très, très naturelle. Puis entre Oxfam et le Grand Costumier, j'ai été 4 ans aussi comme directrice opération et financement de l'École nationale de l'humour, où là, ça a été mon premier virage dans le milieu culturel. Et ça a été là aussi, pour moi, ben une façon de mettre mon talent, mes capacités de gestionnaire au service aussi justement d'une première organisation pour moi qui soutenait le talent des jeunes créateurs. Fait que ça a été une évaluation, une évolution quand même quand on regarde après. Là, je trouve que ça a quand même une certaine logique, mais sur le coup, moi, ce qui m'a guidée, ça a toujours été l'importance de contribuer à une cause, puis d'avoir un travail qui corresponde à mes valeurs de justice, d'équité, de faire une place à l'humain. Donc, de mettre la collectivité avant l'argent, avant le profit, ça, pour moi, ça a toujours été une évidence. Fait que intrinsèquement, disons en guillemets, une travailleuse en OBNL depuis longtemps, justement, parce qu'il y a certains traits de ta personnalité qui t'ont amené là. Oui. Est-ce que c'était quelque chose, quand tu étais à l'école, disons-le, il y a longtemps, est-ce que tu le voyais, ce choix de carrière-là, ou tu te voyais autrement? Moi, ça a pris du temps avant de savoir ce que je voulais faire dans la vie. J'ai fait un bac en études internationales à l'UDM, qui était en fait des grosses sciences humaines. Fait que, ça n'a jamais été clair pour moi. J'étais intéressée par le monde, j'étais intéressée par toutes sortes de choses, mais ça n'a jamais été clair. C'est à la suite de mon bac, j'ai fait un stage de coopération internationale au Pérou, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Québec sans frontières, qui existe encore. Et ça, moi, c'est là que ça a changé ma vie. C'est-à-dire que ça a été marquant. J'avais 18 ans. Non, j'avais 20 ans. Et là-bas, de ce que j'ai vécu, j'ai été 3 mois là-bas, puis moi, ça a confirmé que je voulais travailler dans la vie à essayer d'améliorer les conditions de vie des gens plus démunis, là, en gros, d'avoir un travail qui fait du sens. Donc, quand je suis revenue, tout de suite, j'ai commencé à travailler. En fait, à l'époque, c'était le Club 2 Tiers, qui est une plus petite ONG très, très axée dans l'éducation des jeunes, qui a, par la suite, s'est fusionné à Oxfam Québec. Donc, au total, j'ai travaillé près de 10 ans là-bas. Et donc, c'est là, moi, c'est ce stage-là. Et c'est pour ça que des expériences comme ça, pour moi, pour des jeunes, voyager tôt, 18, 19, 20 ans, dans des stages comme ça ou toute autre expérience, je trouve ça fondamental parce que c'est là souvent qu'on se découvre qu'on a vraiment des révélations qui ont une influence complète sur le reste de notre cheminement. En tout cas, moi, ça a été vraiment ça. Je te confirme. J'ai eu un parcours relativement similaire. Là. C'est le parascolaire, entre guillemets, qui a fait ce que je fais maintenant aussi. Oui, c'est ça. J'y crois beaucoup. Là. Je viens du milieu du loisir, c'est pas pour rien. Ouais. Je suis curieux, on enfile, là, tu pars de l'école, tu commences en ONG, et ainsi de suite. Comment s'est déroulé l'appel de dire « Hey, tu veux-tu devenir DG? » Comment ça s'est passé? On m'a pas appelé. On t'a pas appelé? Ah, on a dit. Ah. Je les ai aidés à me trouver. Non, j'ai vu... en fait, à l'École de l'humour, j'ai eu 4 merveilleuses années. J'ai adoré ce que j'ai fait là-bas. Mais à un moment donné, j'avais fait le tour du Carré de Sable. C'est quand même une petite organisation, puis je me voyais pas nécessairement à long terme. Et j'ai vu l'offre. En fait, c'est une amie qui m'a envoyé l'offre d'emploi. Et on recrutait donc une DG pour le Grand Costumier. C'est le premier poste qui était ouvert là, pour le démarrage de l'organisation. Donc, j'ai appliqué, j'ai fait le processus comme tout le monde. Il y a une dizaine de candidats rencontrés. Et c'est moi qu'on a choisi. Donc, ça a commencé comme ça. Et je pense que pour avoir parlé avec certains membres du CA qui m'ont sélectionné à ce moment-là, ce qui a fait qu'ils m'ont choisi, entre autres, c'était ma vision. J'avais déjà une vision assez forte de développement d'affaires, très ambitieuse pour le projet. Moi, je voyais son potentiel incroyable. Puis, je me sentais clairement prête à être DG. Je pense que j'étais vraiment rendue là. Parce que, justement, dans mes emplois passés aussi, au fil de mes différents postes, ben j'ai eu des gens au-dessus de moi, des boss qui m'ont poussé à prendre plus de responsabilités. Puis à travers ça, j'ai pris confiance dans mes capacités. Puis j'ai fait comme moi, ça me tente. C'est gros, je connais pas du tout ce secteur-là, mais je savais que ça me tentait. Alors, je me suis lancée. Te considères-tu intrapreneur? Oui.
Oui. Parce que en fait, à la fin... Et développeuse par le fait même. Bien, tu sais, moi, je suis fondamentalement, tu sais, j'ai fait une maîtrise en gestion. Fait que le PDOC, là, la base du gestionnaire planifié, organisé, dirigé, ça, c'est mon corps, là, c'est que je le veuille ou pas, c'est moi. Et donc, je m'associe beaucoup à ça, moi, une gestionnaire un peu pure et dure, très, très bonne dans la planification puis tout ça. Mais à la fin de mon mandat, à l'École nationale de l'humour, j'ai mis sur pied un groupe philanthropique qui s'appelait les ambassadeurs, donc de jeunes de la relève d'affaires qui venaient soutenir financièrement les activités de l'École de l'humour. Il y en existe plein dans les milieux muséals et des théâtres, mais ça a été mon idée, puis je l'ai menée à bout, puis j'ai créé cette gang-là, puis ça a été une de mes premières réalisations, vraiment, de mettre quelque chose sur pied, puis de le faire fonctionner, de convaincre des gens, de rassembler des gens. Fait que ça m'a comme fait « Hey, je suis capable », tu sais. Puis... Donc oui, je me considère comme un entrepreneur. Puis une de mes grands apprentissages qui m'a servi beaucoup pour la suite, c'est que moi, dans ma tête, une bonne leader, c'était quelqu'un de très extraverti, qui parlait fort, puis qui parlait tout le temps, puis qui était tout le temps là, all over the place. Puis je me disais, ouais, mais moi, je suis plus introvertie, je suis plus dans l'écoute et tout ça. Puis la création de ce groupe-là, bien, je l'ai fait évidemment avec la personne que je suis, être plus en mode écoute, puis essayer de voir ce qui intéresse les gens, puis de le faire à ma façon, puis ça a bien marché. Puis j'ai eu une belle rétroaction de ça. Je me suis dit, hey, peut-être que mes façons de faire peuvent aussi, ma façon d'être, ça va pas en porte-à-faux avec ce qu'une bonne leader peut être. Fait que j'ai continué dans cette voie-là, puis je pense que je suis arrivée à mettre sur pied une patente qui a bien de l'allure. J'aime ce que tu apportes parce qu'on a souvent une vision d'un vrai leader qui est X. Puis, fondamentalement, quand on en rencontre au quotidien, moi, je me rends compte de ça parce que je rencontre beaucoup de DG, c'est complètement autre chose. Les DG qui ont de l'impact, c'est plus des mobilisateurs que des dealers, pas des dealers, des leaders au style militaire de la chose, au style public de la chose aussi. Ouais. C'est beaucoup du travail par en dessous, puis c'est beaucoup du 1 à 1, puis c'est de la persuasion, c'est aussi de l'écoute, tu le dis. Là. Je trouve ça intéressant. Tu as une maîtrise? Oui. Formation continue depuis que tu es en poste. Qu'est-ce que tu as fait? Puis qu'est-ce que tu trouves là que tu avais tout intérêt à aller chercher comme outils? Pas nécessairement compétences, mais plus les outils depuis que tu es en poste. Deux choses. Ma maîtrise m'a appris plein de choses, mais elle m'a surtout convaincue qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans l'action, surtout quand tu es en gestion. T'sais, la gestion, ça reste une pratique qu'on a théorisée puis qu'on a réfléchi beaucoup là-dessus, mais ça reste que c'est dans l'action, je pense, qu'on apprend le plus. Premièrement, le mentorat. Rapidement, je me suis tournée comme les... T'es-tu mentorée avec le réseau M? J'ai été mentorée par le réseau M au début. Ensuite, j'ai participé au parcours C3, donc qui est un parcours qui accompagne les entreprises culturelles en croissance. Ça, c'est plus récent. À travers ça, j'ai eu accès à un incubateur pour entrepreneuriat social. Oui, mais c'est vraiment spécifique aux entreprises culturelles en croissance. Déjà, non, c'est autre chose. C'est vraiment, c'est la Ville de Montréal et l'École des entrepreneurs du Québec. Pour l'entrepreneurship de base? Non, okay. Il y a eu un... L'écosystème entrepreneurial. Bien, c'est l'École des entrepreneurs du Québec, quoi, qui... et donc, là-dedans... Et puis, moi, je trouvais ça fascinant qu'on parle de culture puis de croissance. Je trouvais ça génial. Alors là, je suis allée chercher... J'ai aussi fait partie du réseau Adopt Inc., qui, eux, c'est vraiment... J'étais la seule... Ça, c'était le fun. J'étais la seule entreprise d'économie sociale. Tous les autres, c'est des Inc. Mais j'ai été quand même reçue dans la cohorte. Donc, à la fois, là-dedans, tu as accès à des mentors. Ton rôle quand je t'ai posé la question d'intrapreneur, oui. Ça te décrit bien. Là. Oui, mais tu sais, c'est parce que, puis tu le sais, comme moi, être entrepreneur, c'est plus un état d'être puis une façon de faire les choses qu'un titre de dire, ben oui, dans mon organisation, effectivement, tu peux être un acteur de changement. Tout dépend comment est-ce que tu vois ta job, juste faire tes petites affaires, ou tu dis, ben non, j'ai envie de mettre des choses sur pied, puis je vais défoncer des portes, puis c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est la façon ultime d'accomplir ça, mais donc c'est ça. Fait que le mentorat, pour moi, il a été fondamental. Surtout au début, je me rappelle du mentor qui m'accompagnait. Puis c'est parce que aussi quand tu es DG, moi, c'était une petite patente en démarrage. Oui, tu as un CA, mais tu es tout le temps, puis encore maintenant, tu as ton CA, tu as ton équipe, tu n'as pas de zone neutre
pour ventiler, ne serait-ce que pour ventiler, puis dire, hey, là, telle affaire. C'est pour ça qu'on crée des groupes de co-développement, là, je te dirais. Puis le co-développement, puis moi, ces groupes-là, ces incubateurs-là, ça a été pour moi fondamental dans ma capacité à garder le cap dans ce projet-là, dans la mise en place du Grand Costumier, parce qu'il y a tellement d'inconnus, de solitude, de questionnements. Et ça, même à ce jour, c'est la chose, je pense, qui va m'avoir manqué le plus. J'enviais beaucoup les entrepreneurs qui, souvent, ils ont un partenaire d'affaires, tu sais, ils partent à 2 ou à 3. Puis moi, de me parler à moi-même tout le temps sur à peu près tous les enjeux stratégiques, des décisions à prendre, financières et tout. J'ai un super CA, mais ça reste qu'il y a quand même au quotidien, tu es un peu dans une bulle, puis tu te poses 1000 questions par jour. Donc, ces zones-là, avec les mentorats, puis des gens... Quand on faisait des séances, justement, avec les autres membres de l'incubateur, puis chacun met son enjeu sur la table, tout le monde répond à ton enjeu. Tout le monde dit « Oh, mais t'as-tu fait ça? Moi, je ressortais de là, je suis le « My God! » C'est 1 demi-heure, 45 minutes, là, et ça vaut n'importe quelle formation, je trouve ça, parce que tu règles on the spot, là, tu sais, tu parles vraiment des vraies affaires. Ça, j'ai trouvé ça vraiment puis tu génial. bénéficies du background de tout le monde. Mais oui! Tu sais, puis des fois, des trucs, ouais, non, pas en tout. Puis des fois, j'ai eu des conseils de gens dans un domaine complètement différent, parce que c'est ça, tu sais, tu te ramasses avec des entrepreneurs de plein de domaines. Puis 2 mois après, finalement, c'est ça que j'appliquais parce que ça avait mijoté, ça m'avait confronté. J'étais comme, ouais, pas sûre. Elle comprend pas vraiment ce que je fais, mais finalement, c'est vers ça que je suis allée. Pas tout le temps, mais tu sais, des fois, ça prend un petit peu de temps aussi. Fait que ça, moi, ça a été des programmes, je trouve, qui sont super importants, qui ont été déterminants pour moi. Fait que moi, c'est là où je suis allée chercher mon apprentissage en continu. J'ai essayé des fois de faire des petites formations, mais je trouvais justement que ma réalité était tellement spécifique que j'aimais mieux y aller dans des trucs plus de coaching puis de mentorat, où là, j'allais chercher un input peut-être plus direct. Je vais en profiter parce qu'on a fait une série de capsules, justement, sur le mentorat avec le chef mentor du Réseau M à Montréal. Je vais les mettre en lien dans le texte sur la chaîne YouTube. Je vais mettre aussi ça sur des groupes de co-développement parce que ce que tu décris là, c'est exactement ce qu'on essaie d'installer dans nos groupes de co-développement en termes d'échange, puis en termes de briser la solitude aussi, puis de se ramasser entre des sur un sujet. Puis surtout l'aspect, avec tout ce qu'on fait, nous, c'est multisectoriel. Hein? Fait que l'aspect multisectoriel amène des backgrounds autour d'une table qui sont complètement géniaux aussi. Oui. Par contre, je suis curieux de t'entendre sur ce que tu viens de me dire. Toutes ces initiatives-là demandent du temps. Oui. OK? La réponse que j'entends beaucoup de la part de beaucoup de DG, c'est « j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps de m'impliquer, j'ai pas le temps d'aller dans des formations, j'ai pas le temps, ou mon CA me laisse pas le temps ». Comment tu libères ce temps-là, toi? Bien, déjà, là, moi, ouais. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans là, que l'entreprise est en activité. Fait que j'entre quand même dans une phase un petit peu différente de celle du démarrage. Il faut juste comprendre que démarrer une entreprise, dans les dernières années, c'est du 70 heures semaine. Et même ça, il y en a qui en font beaucoup plus. Tu peux pas faire un projet comme ça en pensant faire un 35 heures semaine. Alors, du temps, faut mettre le temps. Ça, c'est certain. Puis, tu sais, t'as pas le temps, c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on gère nos priorités. Si je dis que j'ai pas le temps pour toi, c'est parce que j'ai décidé de me donner mon temps pour quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a eu des périodes où je disais non à certains types, justement, d'activités parce qu'il fallait plus que je fasse du réseautage ou de la représentation pour tel projet. Après ça, je vais dire non à certains types de choses. Je vais être plus capable de filtrer parce que là, je vois vraiment mes priorités. C'est de jongler avec... T'as appris à dire non aussi. J'ai appris, mais c'est pas facile parce que je suis meilleure qu'avant, mais c'est pas évident, je pense, quand tu es en économie sociale. Puis moi, j'ai beaucoup bâti le Grand Costumier sur une communauté, une collectivité, pas juste nos clients qui sont les créateurs, mais tous les gens, par exemple, qui ont fait du sociofinancement, qui ont participé à ma campagne de sociofinancement, qui ont participé à nos campagnes d'obligations communautaires. On en reparlera tantôt. Oui, je vais en parler. Puis pas juste toutes sortes de monde, des mentors, des coachs, des partenaires. Fait que quand ce monde-là, après, ils disent « Ah, pourrais-tu faire ça? » Tu peux pas dire non. Tu existes parce qu'il y a une collectivité. Puis même notre genèse, c'est une gang de monde qui sont sortis dans la rue pour défendre la collection. C'est des producteurs, c'est des gens de la culture qui se sont mobilisés pour que ça marche. Donc moi, je me sens un peu redevable de, justement, je sens que ça fait partie de mon rôle de redonner. Fait que quand je dis non, il faut que j'ai une bonne raison parce que moi, j'existe parce qu'à plein de moments, et encore maintenant, j'appelle dernière minute quelqu'un, « Hey, peux-tu me dépanner avec ça? Peux-tu m'ouvrir une porte pour telle personne? » On existe parce qu'il y a plein de gens qui ont fait ça pour nous, pour moi. Alors moi, avant de dire non, je réfléchis à me dire, ben, peut-être que je lis le 5-10 minutes ou l'heure que ça va prendre pour faire ça. Mais
C'est tout le temps. Je trouve ça le fun. Tu as dit j'existe parce que. Le grand costumier, c'est-tu indissociable de Marie? Ben, Ou Marie, es-tu indissociable du costumier? Lequel va dans quel ordre? Mais quand je disais j'existe, c'est drôle parce que c'est vrai, je parlais du grand costumier, mais moi, c'est mon bébé. Moi, c'est ça, mes 4 dernières années, ça a été ça. Je me suis consacrée. Mais moi, mon travail, ça a toujours été un haut lieu de réalisation pour moi. Je m'épanouis beaucoup dans mon travail. Ça a toujours été le cas et je constate que c'est une grande chance que j'ai dans la vie d'être tombée dans un milieu déjà qui me comblait à ce point. Donc, moi, c'est sûr que j'ai tout donné. Puis là, je suis en mode un peu, je commence à prendre une distance parce que je ne serai pas là jusqu'à la fin des temps. Puis c'est important. C'est dangereux quand dans une entreprise, dans une organisation, le DG reste trop collé sur ses patentes. Je pense que ça a été nécessaire que je le prenne comme ça au début parce qu'il y avait pas tant de ressources pour démarrer ça. Ça prenait du jus de bras. Ça prenait quelqu'un qui avait envie de mettre du temps et puis de s'y consacrer. Maintenant, je pense qu'un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de déléguer puis d'être capable de dire, bon, ben moi, j'ai fait un bout, je reste là, mais il faut que je pense à ce que l'organisation, puis c'est ce que je dis à l'équipe souvent, travaillez toujours en vous disant, c'est pas vous demain, là. La personne qui rentre, es-tu capable de faire sa job? Est-ce que c'est clair où on s'en va? Est-ce que Alors, là, comme la folie du démarrage est un petit peu calmée, là, ce que ça a pris comme énergie, là, je suis plus en mode, justement, vision stratégique sur 3 ans, où on s'en va, tout ça. Alors, je reste là, mais ça me permet de faire un détachement serein, je dirais. Juste pour passer à une prochaine phase où je vais laisser aller le bébé un peu. Comment, à travers des semaines de 70 heures, on se protège pas de tomber, puis pas craquer, puis pas être malade? Je sais pas vraiment. Moi, j'ai pas d'enfant déjà. Je pense que ça joue beaucoup. Je suis pas sûre que j'aurais pu faire ça avec un enfant ou des enfants. Je sais pas, il y a beaucoup de phases où je me disais, parce qu'on entend beaucoup parler de ça, les gens qui craquent, puis c'est puis ça, puis j'ai dit, ah mon Dieu, je vais craquer, je serai plus capable. Je sais pas trop. Je pense que j'ai une vie personnelle très riche. J'ai un conjoint qui m'a supporté énormément. J'ai la chance d'aimer faire du sport, fait que ça, c'est quelque chose, mine de rien, qui m'a beaucoup aidé aussi à compenser. Mais à un moment donné, je pense que le moment où j'ai été capable d'être sereine là-dedans, c'est de dire l'équilibre est à refaire à chaque semaine. Tu sais, il y a des jours où je lisais un livre de psychopop un peu sur justement la perfection chez les femmes, puis tout ça, puis c'est juste d'accepter à un moment donné, il y a une semaine où je ne serai pas la meilleure DG, je ne serai pas la DG parfaite parce que tel événement, je ne serai pas allée parce que je suis juste brûlée. L'autre semaine, je ne serai pas la blonde parfaite parce que je ne serai pas disponible pour mon chum parce que j'ai 5 événements le soir. Puis, tu sais, c'est toujours à refaire, puis l'équilibre, il n'existe pas. On en parle beaucoup, mais peut-être juste arrêter de penser que quand tu démarres une entreprise, puis après, bon, si dans 5 ans, je suis encore dans ce niveau-là d'énergie, il faudra se poser des questions. Mais je pense que quand tu... C'est une bonne question. Est-ce que tu t'investirais autant dans un nouveau projet? Parce qu'il vient puis c'est souvent, tu sais, partir quelque chose, ça vient avec une adrénaline long terme, là, mais tu sais, il y a une drive de partir. Total. Il y a le fait que chaque brique que tu mets, tu vois tout de suite le mur qui se bâtit, c'est phénoménal. Ouais. Fait que quand tu commences à rouler, puis quand tu commences... Est-ce que tu es du type de des entrepreneurs en série que je connais qui, une fois que c'est parti, là, ça roule, puis là, ça devient plate, on a fait le tour, on fait d'autres choses, ou on va plus loin, puis on fait un deuxième costumier, ou on double la superficie. Tu vois où, toi, ton rôle à toi face au moyen, puis au long terme, là, c'est 5-10 ans, parce que tu es encore très jeune, là? Oui. Moi, quand je suis arrivée en pas, je m'étais dit, je me donne un 5 ans. Tu sais, j'aime ça tout le temps me donner des petits horizons. Dire, en 5 ans, j'aimerais ça avoir fait. Mais en fait, c'est pas tant. Oui, c'est à peu près 5 ans, mais je me disais, je voudrais avoir fait ça. Ça, c'est un gestionnaire en toi. J'avais ma liste. Puis, je me disais, en gros, là, je vais partir. Je serais prête à partir quand cette patente-là va être solide financièrement. Puis mon CA, j'en parlais, je me disais, c'est très transparent. Et je disais, quand ça va être solide financièrement, quand il y aura un horizon de pérennité, quand on va avoir vraiment... Quand ma vision va être réalisée, tu sais. Puis je te dirais que là, on termine notre 4e année, puis on y est pas mal, même au-delà dans certains cas, notamment en termes de rayonnement hors Québec. Je pensais jamais qu'on se positionnerait aussi vite. Alors, moi, j'ai beaucoup de checks là, sur ma liste. Cela dit... puis oui, je pense que je me suis découvert aussi, je le savais pas, mais je pense que quand c'est drôle parce qu'autant pendant 3 ans, t'es sur une adrénaline, ça a juste
aucun bon sens, tu sais. Puis effectivement, quand ça drop, parce que ça drop, c'est comme, ah, OK, parce que là, il y a comme, effectivement, il y a une espèce d'air d'aller. Il y a quand même des gros morceaux qui restent à placer en termes de financement puis du modèle d'affaires, là, qui est à réfléchir encore un peu. Mais oui, il y a une petite drop. Puis là, tu te dis, je suis accro à cette adrénaline, mais je suis pas... Moi, fondamentalement, je suis quand même une gestionnaire. Je ne veux pas... tu sais, l'entrepreneuriat pur et dur, je pense pas que je sois une bonne candidate. Cela dit, je suis une développeuse. Fait que c'est vrai que ce que j'aime... C'est des traits... tu sais, l'entrepreneuriat, il y a tout le temps l'élément de risque. Oui, là, bien en économie sociale, c'est un risque qu'on appelle partagé, là, parce que tu n'es voilà, pas... exactement. Je suis plus dans le risque partagé, moi. C'est correct. Mais... Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, moi, ce qui me fait triper, c'est l'aspect stratégique, la vision, dire voici où on s'en va, d'aller rallier les gens qu'il faut pour que ça arrive, juste peut-être qu'on en reparlera tantôt, mais j'ai mis sur pied puis j'ai réussi à faire financer un projet de recherche et développement pour créer un pôle de costumes numériques pour éventuellement peut-être mettre à disposition de l'industrie des jeux vidéo. Alors ça, moi, je suis la première à me dire, mon Dieu, c'est donc bien incroyable. Puis c'est trippant parce que là-dedans, je me dis, j'essaie de diversifier les sources de revenus, j'essaie de nous positionner dans un nouveau secteur. Ça, c'est un terrain de jeu que moi, je triple, tu sais. Ça amène au sujet de l'innovation, de la créativité. C'est quoi ton processus? Puis comment, individuellement et comme équipe, on arrive à se garder innovant, puis à se garder créatif et aussi arriver avec des nouvelles solutions, des nouvelles offres de services puis des nouvelles façons de faire. Tu parles des costumes numériques, je pense que c'est un bel exemple. On va parler, je veux tantôt qu'on aborde le côté du financement aussi. Votre financement a été créatif. C'est aussi. Fait que c'est quoi la culture interne? Puis c'est quoi que Marie, elle, a fait dans sa vie là, qui se garde créative puis que même si elle a 70 heures par semaine, elle trouve encore des nouvelles idées? Oui, c'était pas une question. Tu sais, je me considère même pas quelqu'un à la base qui est tout le temps à l'affût de l'innovation. Et puis, l'innovation, c'est pas juste dans les nouvelles technologies. Je suis pas quelqu'un à la base de temps créative ou de temps innovante pour vrai. Tu sais, c'est... Pour vrai, là, ce que tu nommes les initiatives de financement puis le projet de costumes numériques, honnêtement, là, c'est venu d'un besoin... mais des fois, c'est des initiatives de groupe, mais ça prend une culture pour que ça vienne au monde, ces initiatives-là. C'est même pas une culture, c'est dire comment qu'on va faire pour que cette patente-là fonctionne financièrement. Tu sais, c'est ça, là, c'est dire, ben OK, bon, on a des aides pour démarrer, on en parlera peut-être tantôt, mais après ça, notre modèle unique fait qu'on rentre dans à peu près aucune case de programme de financement. Alors, il faut être autonome rapidement. Tu te dis, qu'est-ce que c'est? Moi, c'était vraiment ça, très, très, je pourrais dire, je suis donc créative. Non. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait générer des revenus complémentaires? Alors, puis oui, il faut être curieux, c'est sûr, mais je pense que c'est beaucoup dans les incubateurs que j'ai fait où là, tu es en lien avec toutes sortes d'entreprises qui voient large, qui défoncent des portes. Tu te dis, ouais, ça pourrait peut-être être possible. Puis te tenir à l'affût de ce qui existe. Justement, là, tout le projet du financement. Parce que dans la mise en place de ce projet-là, l'élément financement, vous n'êtes pas assis puis faire des demandes de subventions autour de bras. Là. Ça ne fitait pas nulle part. Fait qu'il y a eu des nouvelles initiatives, des nouveaux produits que vous avez mis en place qui existaient là. Oui. Mais c'est quand même, au départ, moi, quand je suis arrivée, juste pour faire la petite genèse, là, le Costumier de Radio-Canada a fermé en décembre 2014. Toute l'année 2015, il y a eu un ensemble d'acteurs du milieu de la production, de l'économie sociale, de la culture qui se sont mis ensemble pour faire un plan d'affaires, trouver du financement, trouver le lieu. Donc, moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà quand même, notamment, là, le principal financement, c'était du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, là, le FIRM. Il y avait déjà une enveloppe conséquente. C'est l'équivalent Montréal du Fonds d'aide au développement régional qu'on a un peu partout au Québec. Là. Oui. Donc du secrétariat à la région métropolitaine. Et il y avait déjà quand même certains... Et il y avait PME Montréal-Centreville, entre autres. Il y avait déjà des financements de ficelés pour démarrer ça. Mais rapidement, tu sais, le coût de démarrage de ça a été 5 fois plus élevé que ce qui avait été prévu. Mais comme dans n'importe quel projet, tu ne peux pas estimer en amont tout ce que ça va représenter. Donc, oui, rapidement, quand on s'est installé dans les nouveaux locaux, on manquait de sous pour notamment mettre des pellicules anti-UV sur les fenêtres. C'est un lieu magnifique, mais il y a beaucoup de fenestration. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est une campagne de sociofinancement de 30 000 $. Donc, pour aller compléter le financement, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la Ville de Montréal, on occupe le lieu de façon gracieuse. On a un bail gracieux jusqu'en 2025. Et ils ont investi aussi beaucoup de sous pour aménager. Sauf que les budgets ont explosé un peu. Donc, j'ai dû rapidement aller chercher des sous différemment.
Donc, le sociofinancement, c'était pas non plus nouveau tant que ça. Là. Il y a beaucoup de plateformes. Le sociofinancement est très relié au fait qu'on a une communauté existante, puis on se finance dans la communauté. Là, il n'y avait pas cette communauté-là qui existait. Non, mais moi, je l'ai vu comme une opportunité de la créer. Justement. Puis aussi, c'est La Ruche qui sont venus nous voir. Hein. Ils ont dit, bon, ben nous, on est en train de se déployer au niveau... parce que c'était beaucoup des plateformes régionales. Donc, lui... il venait d'arriver à Montréal. Il venait d'arriver à Montréal. On s'est parlé. Puis il dit, ouais, ça te tenterait pas. Je dis, ouais, j'ai besoin d'argent. Mais là, t'aurais comme 3 semaines pour lancer ça. Je suis comme... Mais tu sais, quand t'es sur l'adrénaline, tu fais, OK, là, je suis une guerrière, j'y vais, go. Alors, c'est ce que je fis. Et ça a été... un des plus gros, là, si je retourne dans les 4 dernières années, là, ça, j'en ai eu, je n'ai pris plein la face, là, de 30 000. Puis encore là, c'est ça, il ne faut pas que ça te coûte cher, parce que si tu dépenses trop, ben tu n'as plus d'argent. Alors, faire des petites vidéos, aller chercher un peu des porte-paroles, faire la com autour de ça, alors que moi, je n'étais pas du tout habile dans les médias sociaux, je faisais mes petites vidéos tout seul le matin dans mes rangées de costumes, mais ça a fonctionné. Puis tu sais, je me disais, ben le projet a beaucoup, tu sais, il y avait un aura quand même, faut pas se le cacher, là, c'est un projet quand même qui avait fait parler dans la collectivité, dans le public. Il y avait un aura de sympathie. On démarrait, donc il y avait un momentum qui était le fun de mousser un peu. Fait que ça, c'est sûr que ça a joué. Mais quand même, aller chercher 30 000 30 000 c'était quoi, une campagne d'être 1 mois et demi, 2 mois pendant l'été? J'étais super fière de ça. Puis, effectivement, c'était 200 quelques donateurs. Fait que il y a des gens là-dedans qui sont restés très, très actifs autour de nous. Puis ça a été très... Ce qui t'a amené à ton deuxième projet de financement, qui, lui, était plus novateur encore. Oui. Ça, c'était des obligations communautaires. C'était un projet pilote mené par le TIES, qui est Territoire innovant en économie sociale et solidaire. On était avec 4 autres organismes, le Cinéma du Parc, Théâtre Impress et le Bâtiment 7. Donc, c'est un projet pilote. Les obligations communautaires étant une façon différente... C'est de la dette. C'est de la dette, c'est de l'investissement. C'est une façon différente d'aller chercher l'appui du public. Donc, c'est de dire, plutôt que d'aller chercher un don, c'est de dire, vous investissez dans mon entreprise. Avec ça, moi, je vous présente un projet qui, je considère, va générer de la valeur. Donc, je vais être capable de vous rembourser au terme de l'obligation. Fait que nous, c'est des obligations de 1 000 un terme de 5 ans, avec un taux d'intérêt de 2 annuel. Évidemment, tu ne fais pas ça pour le rendement, tu fais ça pour investir dans une entreprise dans laquelle tu crois. Et puis moi, ma motivation, c'est de dire, au terme, oui, je vais être capable de générer de la valeur, puis je vais être capable de rembourser ces gens-là qui nous ont appuyés. Le projet, nous, c'était évidemment de restaurer la collection de costumes, donc ça a donné de la liquidité, puis ça a été Donc, on a fait 2 campagnes. J'ai fait une en 2016, une en 2018. Des montants de... La première, c'était 20 000. On voulait garder des montants quand même assez petits parce qu'on était encore jeunes, fragiles et on n'avait aucune idée de ce que ça allait donner. Le succès de la première m'a encouragée à faire une deuxième campagne qui était de 20 000 aussi. Puis au final, on est allé chercher 30 000 parce qu'il y a PME Montréal Centre-Ville qui ont investi 10 000. Et dans la deuxième campagne aussi, il y a différentes entreprises, différents producteurs qui ont investi, ce qui était moins le cas dans la première, c'était plus des individus. Fait que déjà là, d'avoir du soutien d'entreprises, d'instances, je trouvais ça un beau signal. Et donc, l'idée, c'est de dire, parce qu'aussi le projet a superbement bien démarré, mais l'enjeu de la collection, il est entier, c'est-à-dire que dans les 20 dernières années à Radio-Canada, comme il y avait des coupures, il n'y avait pas le financement pour restaurer les costumes. Fait que nous, on hérite de cette magnifique collection-là, mais ça fait une vingtaine d'années où il n'y a pas eu vraiment d'entretien. Alors, il y a comme une mise à niveau qui est à faire qui représente des centaines de milliers de dollars que nous n'avons pas. Et si on veut que la collection soit intéressante pour les clients, puis soit encore belle dans 15-20 ans, il faut en prendre soin. Puis là, il y avait comme une urgence. C'est quoi juste une idée d'ordre d'idée, là, qu'est-ce qui était, en termes de pourcentage, qui était utilisable dans ce qui vous a été donné? Bien, moi, j'ai plutôt l'inverse. J'ai évalué qu'il y avait à peu près 20 de la collection qui devait être restaurée de façon urgente. On a une collection d'un peu plus de 100 000 pièces. C'est une des plus grandes collections en Amérique du Nord. Fait que c'est quand même, c'est un précieux patrimoine. Mais c'est ça, c'est qu'on gère un patrimoine qui est en utilisation. C'est ça qui fait que notre modèle... Ce qui est différent du patrimoine muséal, où c'est dans des collections fermées, paramétrées. Tu sais, nous, on en prend soin parce qu'il a une valeur patrimoniale. Et les costumes vraiment classés patrimoniaux, il y en a eu 143 qui ont été vraiment classés, qui sont au Musée de la civilisation à Québec. Alors, eux, évidemment, on n'en parle plus, ils sont plus dans notre collection. Mais nous, donc, il faut en prendre soin, mais pour que la collection serve. Fait que c'est tout un enjeu aussi. Puis il y a toutes sortes de procédures qu'il faut faire, qu'il faut suivre pour s'assurer que la collection soit bien conservée. Mais tout ça, c'est des activités qui sont non rentables. Restaurer la collection, c'est pas rentable, mais il faut le faire. Et les obligations communautaires, c'est une façon d'aller chercher un premier financement
et de créer un levier pour aller, après ça, demander au niveau gouvernemental des sommes plus importantes. Et là, on est en train de faire cette démarche-là et on espère que ça va porter fruit. Ton support, tu as encore un support gouvernemental assez présent, incluant le niveau municipal, là, on s'entend. Oui. Comment l'écosystème des clients est utilisé dans le support de la mission? Donc, tous ces promoteurs, producteurs-là, on s'entend que théoriquement, ce sont des entreprises qui ont des moyens phénoménaux. Fait qu'on on pourrait se dire, bien écoute, à travers les locations, il faut assez d'argent pour faire rouler la patente. Pourquoi il y a de l'argent public encore investi là-dedans? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose à démystifier là-dedans aussi? Bien, c'est-à-dire que un OBNL, son but, c'est de réinvestir quand il y a des surplus, quand il y en aura. C'est de réinvestir moi, je le vois de deux façons, là, dans prendre soin des costumes puis prendre soin de ta ressource humaine, donc améliorer les conditions de travail. On n'est pas encore rentable. On a eu des aides pour le démarrage. Mais en ce moment, à l'heure où on se parle, la 4e année, à part évidemment la valeur du bail de la ville, qui est une aide non négligeable, mais qui est une aide, tu sais, aucune entreprise ne démarre sans avoir une aide, des subventions ou des appuis pour son démarrage. Donc, je pense qu'en 3 ans, on a réussi à démontrer qu'on est capable d'être solide. Cela dit, à notre En4, les seules aides que j'ai, c'est pour des projets comme le pôle de costumes numériques. Peut-être qu'on en aura pour la restauration. Donc, tu n'as plus de financement à la mission. C'est des non, projets. Non, mais j'en ai jamais eu. En fait, au début, c'est du démarrage. Puis ensuite, à la mission, mais mettre de moins en moins d'organismes ont du financement à la mission. Ça marche beaucoup par projet, qui est, pour moi, je pense que c'est un gros enjeu. Muséal, Oui. Mais nous, et puis on a fait le tour de tous les programmes, on a rencontré des gens de beaucoup d'instances et à chaque fois, ils sont impressionnés par l'ampleur de ce qu'on fait, par la diversité de ce qu'on fait. Parce qu'on fait de la formation aussi pour les créateurs, on offre des services personnalisés, on reçoit plein de stagiaires, on fait beaucoup de choses, mais on ne rentre pas dans les cases. Donc, effectivement, c'est un enjeu. Mais en même temps, effectivement, on génère déjà près de 75 de nos revenus de façon autonome parce que oui, j'ai l'inventaire, oui, j'ai un actif qui me permet de générer ces revenus-là. Et moi, j'aimerais pouvoir dire un jour, bien, je suis une des seules OBNL du milieu culturel à être autonome financièrement à peut-être 90-95 % parce que oui, j'ai cette capacité-là. Cela dit, il faut faire attention parce que, oui, ce sont des producteurs qui louent les costumes chez nous, mais on en entend beaucoup parler. Les budgets de production diminuent année après année et le département costume nous, on est au bout de la chaîne de production. Il arrive avec des budgets de plus en plus petits. On demande de faire du niveau Netflix avec des budgets tout à fait insuffisants. Donc, c'est pas vrai que l'argent coule à flot. Il faut tout le temps s'ajuster. Il faut que nos prix soient capables de convenir à ces budgets-là. Et c'est pour ça que le développement hors Québec devient fondamental pour nous. Ça permet de financer, donc on loue beaucoup à des productions hors Québec, Vancouver, Toronto, productions américaines qui tournent à Montréal. Et ça, comme les budgets n'ont rien à voir en termes d'importance, là, ben, ça nous permet de financer l'accessibilité à la collection pour les créateurs d'ici. Donc, si je ne vivais que de mes revenus de production locale, j'y arriverais pas du tout. Fait que ça, faut le comprendre. C'est le secteur hors Québec, pour nous, est fondamental dans notre survie, là, dans notre pérennité. Quand on dit OBNL, ça veut dire conseil d'administration. Comment ton quotidien avec ton conseil d'administration, il a de l'air idyllique tout le temps à t'entendre? C'est pas toujours comme ça? Non. Pas toujours idyllique, non? C'est pas toujours idyllique. J'aimerais ça t'entendre un petit peu sur les défis que ça représente, puis comment, en tant que gestionnaire, puis tu sais, ça a dû être, t'arrivais d'un poste de direction dans un OBNL à tomber à la direction générale. Donc, une des premières responsabilités, c'est la gestion du conseil d'administration, le support, l'encadrement que la direction générale se doit de faire. J'aimerais ça t'entendre un petit peu sur ces défis-là. Comment tu vis ça, toi? Puis est-ce que c'est quelque chose dans ton quotidien qui prend beaucoup de place ou pas? Bien, tu sais, moi, j'ai toujours œuvré dans les OBNL. Puis à l'école de l'humour comme directrice, je participais au CA aussi. Fait que c'est comme un aspect de mon travail dans lequel je suis très à l'aise, je suis très habituée de cette gestion-là, cette collaboration-là. Mais c'est vrai que j'ai la chance, il y a 9 membres sur mon CA. Bon, évidemment, ça a un petit peu changé au fil des 4 dernières années, mais il y a encore des membres fondateurs du Grand Costumier qui sont sur le CA. Et puis, c'est un CA très, très diversifié.
moi, je les ai toujours vus comme des alliés. Oui, c'est ça, il faut le gérer, là, mais ça, pour moi, c'est pas, c'est quelque chose qui fait partie de mes tâches. Puis moi, je les voyais plus comme, justement, c'est des alliés, puis la dynamique a toujours été... Bien, voici ce que je ferais. Est-ce que vous êtes derrière moi? Est-ce que vous pensez que j'ai pensé à tout? Oui, il y aurait peut-être ça. Tu sais, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de conflit à gérer ou de sensibilité tant que ça. C'est vraiment, ils étaient tous là au début pour que ça marche. Et puis, c'était mes alliés dans les 3 premières années. Ça a vraiment été ça. Puis c'était très, évidemment, plus opérationnel dans les premières années, même au niveau CA, parce qu'il fallait parler Surtout si tu as des membres fondateurs qui étaient impliqués dans le dossier avant que tu arrives aussi. Oui. Exactement. Eux, ils ont fait c'est même eux qui ont couvert pendant plusieurs mois là, les premières étapes du démarrage parce qu'il fallait que ça se passe à un moment donné. Donc, ça a été beaucoup de retroussage de manches. Puis c'est sûr, c'est des gens qui mettent leur réseau à contribution aussi. Fait que ça a été très, très utile. Après ça, c'est plus qu'un roulement, c'est le recrutement qui, pour moi, c'est très critique. Il faut vraiment aller chercher les bonnes personnes, puis les personnes qui ont du temps aussi. Est-ce que tu es impliqué dans le processus de recrutement des administrateurs? Oui. Okay. Vraiment, le lien, il y a eu une première présidente pendant près de 3 ans, Ginette Petit, qui est une productrice, puis plus récemment, en avril dernier, Daniel Bissonnette, qui est l'ancien qui est au bureau, c'est ça, cinéma de la télévision de Montréal. Et dans tous les cas, oui, on fait ça ensemble. Des fois, moi, j'ai des idées. Des fois, ça va être mon président qui a des idées, puis on se donne tout un petit processus. La personne vient visiter. Lui, c'est très structuré, puis c'est très réfléchi. Fait que c'est pas, ouais, lui, il est bien le fun, ça serait. Est-ce qu'il puis oui, est-ce qu'il y a un réseau, est-ce qu'il y a les compétences qu'on a besoin, mais est-ce qu'il y a du temps? Parce que ça, c'est un enjeu. Des fois, on veut des gens d'importance, mais qui n'ont pas de temps, puis c'est correct, mais il faut bien le réfléchir en amont parce qu'à un moment donné, il faut qu'il puisse y avoir une présence pour que les choses avancent. Donc, ça, c'est un enjeu, mais moi, ça n'a jamais été. Non, même moi, c'est des rencontres que j'anticipe. Je suis contente parce qu'il y a tout le temps des beaux résultats. C'est le fun de partager ce qui va bien. Puis je sens toujours quand ça va moins bien que... Mais ça, c'est moi. Moi, je suis très transparente. Fait que je suis comme, hey, ça, j'ai de la misère avec telle affaire. Est-ce que je peux me faire aider? Je suis pas là à montrer que tout va bien tout le temps. Je pense que justement, il faut que les enjeux soient mis sur la table. Puis il faut que tu puisses le faire avec ton CA. Sinon, il faut pouvoir venir quand il y a des problèmes. Il faut pouvoir, quand il y a des enjeux, il faut côté, la même chose avec tes employés aussi. Que l'équipe soit là avec les enjeux, si tu les mets sur la table et qu'ils puissent participer à solutionner. Là. C'est pas... je pense que le type de gestion qu'on appelle top-down, la vérité vient d'en haut. C'est pas non, moi j'ai un mode de gestion collaborative, mais ça, tu vois, j'ai appris dans les dernières années à savoir aussi retenir certains partages d'informations. Parce que moi, j'étais très dans la démocratisation de l'information. Mais des fois, quand l'équipe n'a pas les outils, les clés pour interpréter certaines infos ou juste pour l'analyser, à un moment donné, il y a des limites à... Ouais. Alors, puis c'est ça qui est dur, c'est ça comme DG, l'espèce de solitude vient de là, c'est que tu as un niveau d'info que tu partages avec ton CA, tu as un niveau d'info avec ton équipe, mais entre les deux, il y a toute une autre zone d'info, d'enjeux que tu gardes un peu pour toi parce que tu veux protéger un peu. C'est drôle parce que c'est dans une des formations que je donne sur le rôle de gestionnaire, c'est une des questions que je pose, puis j'aime les témoignages autour de la table. Est-ce qu'on dit tout à notre CA? Non. Ben, puis tout, parce que probablement, si je disais tout, les CA duraient 5 heures, là, mais... Il y a une partie opérationnelle qu'on n'a pas besoin de leur dire. Ça, on le fait dans le rapport du DG, puis on est dans le... Mais, je veux dire, est-ce qu'il y a des éléments que tu fais, ce bout-là, c'est parce ce que, type d'information-là... déjà, une part, il faut filtrer ce qui est pertinent ou pas. Après ça, il y a des choses, je dirais pas que je dis pas, mais que je retiens des fois ou que je vais repousser parce que je pense que plus tard, ça va être plus stratégique de l'amener de telle façon. Et tout dépend de comment tu l'amènes. C'est vraiment de préparer comment tu vas parler de tel enjeu. Il y a 1000 façons de le préparer. Puis évidemment, dépendamment de la réponse que tu veux, il y a une façon de préparer pour essayer d'amener les discussions dans un certain sens. Mais je pense que c'est une erreur de dire, ça va pas super bien, ça, c'est pas clair, je vais pas en parler. Au contraire, moi, j'ai toujours été de dire, au pire, ils me diront que j'ai mal fait tel truc, je vais apprendre de ça. Mais il faut pas que tu caches des enjeux stratégiques ou des enjeux d'importance. C'est quoi ta relation avec les autres administrateurs autour de la table? Moi, je pense que elle est très bonne, je pense. Non, mais je veux dire, est-ce que tu les rencontres une fois par année? Est-ce que tu il y a beaucoup je croise malheureusement beaucoup de DG qui ne connaissent pas les administrateurs qui composent leur conseil d'administration. Non, est-ce que toi, tu as
une routine, une culture face à ça? Bien, tu sais, c'est pas, je te dirais, c'est instinctif, là. J'ai pas une liste, mais effectivement, j'ai pas mal. Je lunch avec chacun à peu près une fois par année, avec certains plus. Juste, mais tu sais, c'était même pas, c'est juste parce que ça m'intéresse de les connaître. Puis c'est sûr que quand tu te connais un petit peu, ben tu travailles mieux ensemble. C'est là où je voulais aller. Mon président, on est, ben surtout parce qu'il est, ben là, il est de moins en moins nouveau, mais quand il est arrivé dans son poste, non seulement on lunchait ensemble, mais on avait une session de travail par semaine quasiment parce qu'il voulait vraiment s'approprier les dossiers. Il est super impliqué. Et puis ça, ben c'était parfait, là. Tu sais, c'était beaucoup, mais je trouvais que ça, vraiment, pour moi, c'est un signe aussi de reconnaissance de mon travail, de dire que mon président, il est là, puis on suit dans les dossiers, mais sans jamais aller trop dans le micro non plus. Mais pour ce qui est des autres membres, oui, moi, je trouve ça fondamental de développer un lien, ne serait-ce que c'est ça, luncher une fois de temps en temps. Et puis, s'intéresser à ce qu'ils font aussi. Tu sais, j'ai des producteurs sur mon site, j'essaie de voir quand ils gagnent des prix, quand ils font des affaires. C'est le fun aussi qu'ils sentent que je sais pas, qui sont connus et qui sont reconnus aussi dans ce... Tu sais, c'est tout du monde bénévole bien occupé. Alors, T'as-tu d'autres bénévoles à part tes administrateurs qui s'impliquent chez vous? Bien, on a... Il y a des gens de l'industrie qui font un peu de coaching pro bono, je dirais, qui nous aident de façon à nos plus stratégique. Mais t'as pas des couturières bénévoles ou des... J'ai beaucoup de stagiaires. Au début, on avait des bénévoles, là, des gens du grand public qui aimaient les costumes, mais c'était pas... Ils passaient plus de temps à regarder les beaux chapeaux que... Fait que c'était... Comme on n'avait pas les ressources qu'il fallait, ce genre de bénévolat-là, pour l'instant, il est pas... on a mis un petit peu le frein là-dessus, mais j'ai beaucoup de... On reçoit une quinzaine de stagiaires et étudiants en emploi d'été. Alors ça, souvent, c'est des stages qui sont bénévoles, qui vont venir effectivement faire de la couture, parce qu'on a un atelier de couture complet chez nous, mais qui vont aussi venir aider à faire toutes sortes de choses, ranger des costumes, voir comment ça se passe dans... Parce que, tu sais, ce qu'on fait, c'est un milieu assez unique, là, quand même, de travailler dans un costumier. On est chanceux à Montréal d'avoir le cirque, qui a ses ateliers de costumes à Montréal, mais sinon, la gestion d'un costumier, c'est quand... Il y a quand même deux autres entreprises qui louent pour la production professionnelle, qui sont des entreprises privées, mais ils n'ont pas... nous, ce qu'on a différent comme approche, c'est beaucoup le service personnalisé, c'est-à-dire que j'ai une équipe un petit peu plus nombreuse qui fait qu'on accompagne les clients dans leur sélection costumes et c'est pour ça que les marchés... La collection est-elle toute numérisée? Fait qu'on peut faire les choix à distance de ce qu'on veut, de ce qui est accessible? Il y a un catalogue en ligne d'à peu près 1000 photos, mais c'est plus, je dirais, une fenêtre sur la collection. On ne va jamais tout numériser parce que c'est un métier fondamentalement qui est artisanal. Il faut venir sur place, il faut prendre des mesures. Le costume peut avoir été altéré ou peut avoir été modifié au fil du temps. Alors, il faut toujours venir sur place, mais il y a quand même une dimension numérique, une première porte d'entrée où on peut voir ce qu'on fait. Tu es hébergé par la Ville de Montréal. Oui. OK. Puis c'était la mise en place d'un local qui n'était pas sa fonction. Tu sais, je peux peut-être le préciser, si j'ai bien compris, c'est une ancienne bibliothèque. Là, donc, puis vous avez récupéré un local avec des équipements, des armoires ou des rayons qui ne pouvaient pas bouger de là. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles de tout le relationnel avec un locateur public, puis toute la mise en place des travaux dans le domaine public, donc beaucoup de travaux gérés par la Ville, c'est pas vous autres qui avez le contrôle dessus, c'est pas vous autres qui avez le contrôle sur ce qui est fait, ni les dates de livraison. Ouais. C'est quoi les trucs que tu pourrais donner à d'autres gestionnaires qui ont à gérer ça? Moi, je viens de le vivre dans un autre organisme là, où le bâtiment a été bâti par la Ville, puis ça a été tout cet arrimage-là entre les besoins de l'organisme, les réalités municipales, là, c'était beaucoup, beaucoup d'énergie pour certains DG que je connais. As-tu des trucs pour d'autres DG qui se ramasseraient dans cette situation-là? Bien, moi, ça a été une très bonne école. Ça a été la première, dans mon premier mandat, effectivement, il fallait déménager la collection, mais les rénovations n'étaient pas terminées. Donc, ça a été 1 an et demi avant que tout soit terminé, alors que les costumes étaient déjà là parce qu'il fallait... Alors ça, moi, c'est là où j'ai eu de la boue dans le toupette, beaucoup, beaucoup. Puis ça a été ma première expérience de collaboration avec la Ville. Alors, écoute, il faut le vivre, hein? C'est complexe. Effectivement, tu n'as pas c'est une culture, c'est une culture. C'est un système, parce que les gens là-dedans ils font tout de leur mieux. Ils sont pleins de bonne volonté. Ils sont pleins de bonne volonté, ils sont compétents. Mais il y a des échéanciers monstres, il y a des retards, des imprévus. Alors, je te dirais que...
Des conseils. Un, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour lubrifier cette relation-là? Deux... Bien, c'est parce que, tu sais, le système municipal, je veux dire, moi, j'ai pas l'ambition d'en revoir les rouages. Il faut apprendre apprendre à naviguer là-dedans. On va pas refaire le monde, nous. Moi, je vais pas là. Moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien, c'est qu'il faut tout le temps être la petite bébite qui gratte. Il faut tout le temps, tout le temps être le fatigant. Il faut être le fatigant qui fait des suivis, qui relance. Pas parce que c'est ça qu'ils veulent, mais parce qu'ils en ont tellement que si tu fais des suivis plus que d'autres, ben peut-être que ça va t'aider à remonter sa pile. Ensuite de ça, ben c'est développer des bons liens avec tout le monde qui vient sur place, que j'ai pas été capable de faire au début parce que j'étais tellement surchargée que j'étais des fois un petit peu agressive parce que mais il faut apprendre ça a été dans mon apprentissage de DG, d'être diplomate en tout temps avec tout le monde. Je pense, dans ce que j'ai vu ailleurs aussi, c'était de faire comprendre l'importance de ce qu'ils sont en train de faire aussi. Oui. Parce que des fois, ils réalisent pas pour eux autres. Bien, puis ça, c'est un bon point, ça, c'est d'expliquer. Par exemple, il y a eu des réparations sur les fenêtres, les travailleurs venaient, ils allaient à leur heure de lunch puis ils laissaient les fenêtres ouvertes. En soi, c'est pas grave, sauf que nous, les mythes qui rentrent par les fenêtres, des petits papillons, c'est un enjeu extrême. Donc, eux, ils n'avaient jamais pensé que c'était un enjeu. Fait que là, on leur a expliqué, regarde, pouvez-vous fermer les fenêtres quand on parle? Des petits détails comme ça, quand tu expliques, sont comme, OK, tu sais, il n'y a pas de problème. Donc, il faut effectivement prendre le temps d'expliquer ta réalité. Il y a des matins où il sciait de l'acier au 3e étage, puis ça tombait entre les planchers sur nos costumes, la poussière d'acier sur des costumes d'époque, tu sais. Alors, il a fallu mettre des toiles de plastique partout à la dernière minute. Alors, c'est sûr que ça a été surtout... Tu sais, la première équipe qu'on a embauchée pour le démarrage, là, il y avait seulement 3, il y avait une chef costumière puis 2 costumières. Ça a été très éprouvant pour ces filles-là aussi qui, elles, étaient tout le temps sur le plancher à essayer, parce qu'on a ouvert au mois de mai. Alors, on ouvrait pendant les travaux, pendant qu'on installait la collection, on n'avait pas de système de whatever, de rien, on n'avait pas d'Internet, Alors, pour l'équipe sur place, oui, ça a été difficile pour moi, mais l'équipe, ça a été très exigeant parce qu'il fallait tout faire, tout anticiper, tout prévoir. Et puis, les travaux étaient presque terminés. Puis là, on a découvert des restants de résidus d'amiante dans l'entretoit. Fait que là, repart la machine d'amiante de ci, de ça, parce qu'évidemment, c'est très régulé. Fait que même si c'est des petites particules de rien, tu fais le processus total avec le... Surtout dans un bâtiment public, là, on s'entend. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, puis avec aussi, c'est un bâtiment patrimonial. Aussi, ouais. Alors, tout l'atelier, il a été aménagé de zéro. Alors, toutes les discussions qu'il y avait de la bouche d'air à part ça. Puis c'est de naviguer dans un domaine. Moi, des plans d'architecte, j'avais pas vu ça souvent dans ma vie. Alors, essayer de lire ça, puis de voir c'est où les enjeux, puis ils vont-tu mettre la porte à bonne place, mais c'est quoi, pourquoi... D'essayer de voir ce qui pourrait avoir été mal fait ou pas fait correctement, c'est dur quand tu ne connais pas de quoi tu parles, tu sais. Fait que c'est de prendre le temps de s'approprier ça, de s'approprier leur langage aussi, tu sais, ça, tel terme, ça veut dire quoi, telle affaire, ça veut dire quoi. Et puis d'être patient, parce que des fois, tu as beau faire tout ça, puis il y a du retard, puis c'est la vie, tu sais. Tu sais, on peut pas dire que tu n'es pas une passionnée, Marie, OK? Ça, je pense que tous ceux qui viennent de t'écouter dans la dernière heure le savent, là, ils viennent de l'apprendre. Comment on se protège en termes de détachement professionnel pour justement pas trop mettre le bras puis passer au complet? Comment toi, tu t'es... J'ai pas encore trouvé. T'as pas encore trouvé? Non. Bien, c'est parce que c'est à la fois, moi, je me trouve extrêmement chanceuse d'avoir eu, depuis que je travaille, des emplois qui me... Tu sais, c'est ça, là, je bâtis des affaires. Tu sais, souvent, les gens, là, la gestion, en même temps, de pas de taper devant... Mais c'est pas ça. Je rencontre des gens, je bâtis des projets, j'ai des idées, je peux les réaliser, j'ai un terrain de jeu incroyable. Fait que il y a peu de zones dans ma vie qui me stimulent autant. Et je le dis et je l'assume complètement. Tu sais, Puis il y a comme une espèce de double discours dans lequel je suis pas encore réussi à me positionner entre faut pas trop travailler, il faut pas s'épuiser, mais en même temps, il faut que tu aimes ce que tu fais, il faut t'épanouir dans ton travail. Puis je suis comme tout le temps, OK, il faut pas que je travaille trop parce que je vais me fatiguer, mais... Mais il n'y a pas juste la quantité, il y a le fait de, quand tu n'es pas au travail, que tu penses au travail, que c'est... Tu sais, quand je parle de détachement, c'est pas juste un arrêt, je suis pas présent au bureau, c'est quand j'arrive à la maison, on parlait de ski de fond tantôt avant de tourner. Quand tu es sur la trail de ski de fond, là, es-tu en train de penser à ton producteur XYZ, ou ça dépend de l'enjeu du moment. J'ai été capable un petit bout, mais là, dernièrement, là, dans la raid que j'ai fait justement il n'y a pas longtemps, j'étais encore parce qu'il y a des nouveaux enjeux qui viennent d'apparaître, puis là, veux pas. Mais ça, il faut que j'apprenne à... C'est effectivement la fameuse charge mentale, l'espèce de petite souris qui te réveille à 4 heures du matin. Ça, c'est pas sain, c'est pas le fun. Il faut que ça arrête. Mais autrement, moi, réfléchir à
à mon travail quasiment tout le temps, ben ça fait que j'ai des nouvelles idées bien le fun, puis que j'arrive à innover beaucoup. Mais le détachement, écoute, donc c'est ça, je trouve à la fois, je suis chanceuse d'avoir un travail qui me stimule autant, être capable de décrocher. Bien, ça passe, écoute, je sais pas quoi dire, je travaille là-dessus vraiment fort. Il y a des moments où c'est plus facile, puis des moments où, tu sais, j'essaie de méditer, mais je suis même pas encore capable. T'es pas la seule. Je suis plus dans le sport, je vais courir une bonne shot, faire du vélo. Tu sais, le H dans l'hyperactif, là, je comprends c'est quoi, ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que je fais rien. J'ai l'impression que j'en fais pas tant que ça, mais... Il ne faut pas tomber dans la comparaison non plus. Ça, c'est dangereux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, on arrive à la fin. Ma dernière question, c'est toujours la même. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui arrive en place comme DG, ça serait quoi? My God. Prendre le temps d'écouter. Prendre le temps... C'est fou parce que tu es la quatrième. Vous avez toutes dit la même chose. Oui, parce que, puis d'observer, puis d'avoir l'humilité, parce que moi, c'est ça, puis on n'en a pas parlé, mais le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de, tu sais, j'ai jamais douté de mes capacités comme gestionnaire à gérer ce projet-là. Mais c'est un milieu que je connaissais pas le costume. Qu'est-ce qu'une costumière? Ça prend une vie à être une bonne costumière. C'est extrêmement complexe comme métier. Alors, avoir l'humilité d'écouter, puis de comprendre leur métier. Parce que souvent, quand on est embauché, on veut montrer qu'on sait, puis qu'on est bon, puis qu'on veut donc agir, puis prendre des décisions. Mais prends-toi un 6 mois, là, 4 mois, 3 mois, 4 mois. Écoute, pose des questions. Prends des notes. Mijote ça, puis après ça, tu vas être capable de bien intervenir. Mais aie l'humilité de ne pas montrer tout de suite que tu es donc bon, puis tu es donc... Mais souvent, c'est de l'insécurité. Là, je dis pas que je l'ai fait, puis... mais moi, ça m'a demandé ça parce que le métier de costumeur, je ne le connaissais pas. Il fallait que je gère une boîte de costumes sans savoir rien de comment ça marchait le costume. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'on fait les choses un peu différemment aujourd'hui aussi. Mais ça m'a pris beaucoup d'écoute, puis il faut que ça te tente d'écouter le monde avec qui tu travailles. Fait qu'il faut que tu aimes ce que tu fais. Ça paraît que tu aimes ce que tu fais. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à continuer à nous suivre sur les différentes plateformes. Puis je vous invite à venir participer aux différentes activités. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.